qu'il faut que je pèse sur Login. So, um, It's on HDMI 5, and I just did a blue and green background. There we go. so now we have the Cicada logo, but what's on my screen's not coming up yet. Okay, great. Bonjour, je pense qu'on va commencer. Et notre première séance ce matin, on va garder ça court parce que je pense que c'est pas tout le monde qui a fait leur check-out. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur check-out? Alors, certaines personnes restent jusqu'à demain. OK, on est correct jusqu'à midi. OK, ça va. Alors, le processus sera qu'initialement, je pense que le remue-ménage qu'on allait avoir hier, avant de tomber trop fatigué et qu'on a vu des beaux courts-métrages, on va faire un peu de brainstorm, un peu de remue-ménage ce matin. Je veux juste rassembler certaines idées qui sont ressorties des discussions par les directeurs de projet, par les leaders thématiques et les représentants régionaux. Et Steven prend des notes et il va faire un peu de survol pour revoir tout ça. Et ensuite, on aura de la discussion. Alors, j'ai organisé mon résumé des enjeux en processus et méthodes et des sujets, des concepts et des questions de personnel. Ces trois piliers, ces trois groupes. Alors, avant de continuer, j'ai oublié de mentionner que Steven voulait dire au groupe que beaucoup de nos sessions sont déjà sur le site web, la vidéo. Et bientôt, on aura tout sur le site web d'ici quelques jours de la fermeture de la réunion. OK, alors,
un processus et méthode, et j'ai laissé ça dans Word au lieu de mettre ça dans PowerPoint pour que je puisse ajouter des choses à mesure que la discussion continue ce matin. Il y a peut-être des choses qui seraient utiles de ne pas pour que ce soit des choses qu'on ne veut pas mettre sur le site Web. On veut faire attention. C'est un bon point, Justin. Est-ce qu'il y a des choses que les gens ont dit qu'ils ne préféreraient pas ne pas que ce soit public? Je vais vérifier. On devrait discuter de ça au début de la réunion. Il y a une caméra en arrière. Vous avez vu la caméra et vous ne saviez pas, donc c'était pourquoi, mais on enregistre tout. Et l'idée, c'était d'avoir des vidéos dans les 3 langues, français, espagnol et anglais, de tout. Et l'idée, c'était d'utiliser ces vidéos pour nous aider à produire ces demandes de subventions. S'il y a des questions inspirantes et non inspirantes, des choses qu'on peut utiliser, l'idée, c'était de mettre les vidéos dans le site Web que vous regardez. Si vous regardez, il y a des vidéos qui sont actuellement sur le site Web. Mais on est flexible. S'il y a des choses qui vous rendent inconfortable, on peut discuter, on peut avoir des vidéos privées ou on peut enlever certaines choses. C'était ça l'idée, c'est de mettre les vidéos certainement en français et en espagnol, en anglais. On est en train de mettre ça en ligne. C'est un processus un peu différent. Alors, s'il y a des choses sensibles ou un désir de garder certaines choses privées, vous devriez me le dire le plus rapidement possible et on peut s'assurer de faire ça. On peut aussi, plus que juste la production de demandes de subventions, la moitié de la communauté CECADA n'est pas ici, les partenaires et les académiciens et certains partenaires ONG aussi. Alors, c'est un médium pour communiquer ce qu'on a fait ici aux autres membres de l'équipe. Et on a, techniquement, c'est pas difficile de mettre un mot de passe là-dessus et dire jusqu'à ce que les gens puissent déterminer ce qu'ils veulent. Ça, c'est un Saskatchewaniste. T'as amené un ventilateur, pour vrai? Ça me fait penser à Torres Strait où toutes les femmes ont un ventilateur personnel en public. Alors, est-ce qu'il y a d'autres idées sur si on devrait faire en sorte que tout soit public ou non? Ça va, mais il faut vérifier pour être sûr qu'il n'y a rien de compromettant. Bien, on devrait l'enlever ou mettre un mot de passe jusqu'à ce qu'on ait le temps de revoir tout ça. OK. Alors, je vais juste faire un tour d'horizon rapidement, certains points que l'on veut raffiner peut-être avec notre demande de subvention, ce qu'on a fait dans le passé. Je pense que, ben, en général, l'orientation de CECADA, c'est quelque chose que nos partenaires et les Premières Nations et les académiciens ils sont heureux de ce qu'on fait en général, mais il y a certains points spécifiquement où on pourrait être davantage fort et
concentrer nos énergies et canaliser tout ça de manière plus efficace. On a donné beaucoup d'attention aux vidéos communautaires et des cartographies communautaires comme des outils utiles et appréciés et méthodologies. Généralement pour élaborer et communiquer des projets de vie et des questions qui sont plus orientées vers les enjeux. Et donc, il semble y avoir un besoin d'appui continu pour l'acquisition et développement d'outils en ce sens. Transfert de connaissances, etc. Et il y a eu quelques caveats sur les potentiels, mais aussi les risques et les conséquences inattendues d'utiliser de tels outils. Et bien sûr, au niveau ontologique, il y a eu beaucoup d'écrits sur la cartographie, par exemple, des Autochtones et quelles prémices ontologiques se cachent dans ces processus par l'architecture même des technologies, de la géolocalisation et autres technologies. Et je pense qu'il y a de la littérature importante là-dedans et il faut être au courant de tout ça. Et donc, l'idée d'élaborer plus explicitement un protocole de recherche avec partenaires. On a évolué une façon de travailler et ceux qui sont impliqués avec CECADA depuis plus longtemps et avant CECADA ont internalisé tout ça, mais on n'a pas communiqué ça explicitement. Peut-être que pour la suite des choses, on devrait mettre sur pied un comité pour travailler sur un énoncé de principe, un énoncé de mission, si on veut. Et il y a eu une demande en vue de maximiser le transfert de connaissances. Maximiser le transfert de connaissances entre les partenaires indigènes avec plusieurs sujets et des différentes méthodologies, répondre aux opérations minières, par exemple. Quelles sont les meilleures pratiques ou stratégies plus efficaces pour composer avec des opérations minières proposées ou existantes, transfert de connaissances pour ce qui est de cartographier. Certains partenaires des Premières Nations sont très avancés dans des projets qui ont maintenant des décennies, qui sont là depuis des décennies, qui ont des structures qui sont internes et qui sont centrales à leur organisation et maintenant sont intéressés à travailler avec les méthodologies de cartographie et aussi pour comparer et l'échange de connaissances. C'est le consentement libre et éclairé au préalable et c'est comment que ça a été modifié et comment ça a été utilisé à mauvais escient et quel genre de protocole partagé pourrait être développé à travers la diversité de nos partenaires et la diversité du contexte étatique dans lequel ils opèrent. Des idées très utiles hier, une réponse rapide, un mécanisme ou un processus sur les besoins urgents de recherche de nos partenaires. Par exemple, ICHIR, on parle de contamination. Est-ce qu'on peut, avec notre réseau universitaire, est-ce qu'on peut demander des toxicologistes
pour les envoyer sur certains sites rapidement pour faire du travail urgent. Et là, il y a eu la question de comment mieux publiciser les questions des partenaires. On sait que la dissémination d'informations dans le monde d'aujourd'hui est un outil très puissant. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut développer une stratégie média CECADA? Est-ce qu'on peut cultiver des relations avec des diffuseurs médias, avec des journalistes, des producteurs de documentaires qui sont intéressés et qui peuvent servir notre cause et nos partenaires des Premières Nations? Et est-ce qu'on peut peut-être utiliser nos outils de communication interne de manière plus efficace? On a un bon site web maintenant, on a Twitter, on a Facebook, et je pense qu'on a une bonne quantité de visites sur notre site web quand même, mais moins que ce que Léa aimerait avoir pour eJolt Atlas. Quel genre de collaboration, des liens plus dirigés sur le eJolt Atlas, le consortium ICCA, le réseau et le reste. Alors, c'est à nous à réfléchir à tout ça et des suggestions même que l'on peut rajouter dans nos demandes à l'avenir seraient appréciées. Et quelque chose qu'on n'a pas remis sur le plancher, mais qu'on a discuté dans le passé. C'est un site web que Mario est un de vos finissants, je pense, Indigenous Knowledge Network, le réseau de connaissances indigènes. Life Project Network, OK. Le réseau Projet de vie, c'est quelque chose qu'il faut vérifier et voir si on peut avoir des liens vers ce site. C'est des exemples. Peut-être que les gens ont d'autres idées. Les programmes participants dans CECADA, certains ont des sites web, certains sont en processus de développer des sites web. Alors, ce sera bien sûr une autre piste vers un momentum croissant de communication à l'interne de CECADA. C'est des sites web publics et on ne sait jamais ce qui prendra feu, ce qui décollera quand des questions spécifiques et différents publics commencent à associer certaines questions et certains enjeux avec certains sites web. Le nombre de clics peut augmenter très rapidement. Et un appel de Kathleen, spécifiquement communiquer contre l'évincement, la délocalisation, la violence et utiliser ces représentations de pratiques des Autochtones, la beauté de la culture pour les publics qui ne sont pas indigènes, pour cultiver l'empathie et l'appui dans les communautés variées. Alors, d'étendre les mécanismes de médiation Whakatane et au sens plus large, la phrase a utilisé une approche de transformation de conflits à ceux de nos partenaires qui les veulent et qui en ont besoin, en particulier dans certaines circonstances. Et la suggestion de groupes régional, des réunions régulières, pour que nos partenaires du Mexique et de l'Amérique latine puissent se rencontrer autour de certains enjeux qu'ils ont en commun.
d'une manière concentrée sur quelques jours. Et aussi un appel à des ateliers d'axes thématiques et pour des sessions pour nos partenaires indigènes seulement, que ce soit des réunions spéciales ou des portions dans des parties de nos réunions et nos conférences. Et c'est un mécanisme pour des communications améliorées partenaire à partenaire et réaliser le potentiel de certains de nos projets participants comme BESS, Biodiversity and Ecosystem Services Project. Ils ont des ressources et il y a une capacité de recrutement au niveau des finissants qui travaillent au Mexique, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, à une variété de projets sur la conservation et la biodiversité et les dimensions sociales de tout ça. Et Peter Brown, Economics for the Anthropocene, c'est un programme pour former les gens sur les enjeux qui sont pertinents au niveau de la croissance néolibérale et des questions d'eau et d'énergie et le recrutement de personnel à travers ces mécanismes. Alors, c'est mon premier groupe de suggestions sous l'égide de processus et méthodes. Stephen, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Non, je pense que c'est bien. La seule chose que je pourrais ajouter, peut-être, c'est au niveau de transfert de connaissances, certains projets participants pour livrer et pour donner de bonnes capacités à nos partenaires. S'il y a des enjeux, des questions, on a parlé beaucoup, s'il y a des questions qu'on pense les comités partenaires peuvent bénéficier d'une manière plus focalisée. Si on parle de créer un projet d'histoire collaborative avec la cartographie des vidéos, de clips audio, si on peut peut-être créer un moyen par lequel Cicada peut donner l'infrastructure éducationnelle qui appuie l'initiation en projet et qui, avec des efforts, des projets communautaires. Alors, quelque chose de cette nature pourrait être utile pour nos partenaires, avoir un moyen pour qu'ils puissent discuter de comment ils veulent raconter leur histoire. Et ce qu'elle peut être utile au niveau fondationnel, au niveau fondation, c'est une idée, mais il y a des choses qu'on a mentionnées, des choses qui arrivent dans un certain secteur et qui peuvent être utiles à d'autres. On peut penser que CICADA peut expéditer, qui peut aider à ce que cette infrastructure puisse être utilisée ailleurs, et que la fondation de ça, pour fonder ça ailleurs, ça serait une bonne idée si vous avez des suggestions autour de ça. Brian, une des choses que je veux mettre de l'avant, c'est l'importance de la langue et la capacité d'une institution comme CICADA d'avoir des ressources langagières, pas juste entre les communautés partenaires, ça semble assez évident, mais aussi à travers les cultures, à travers les langues, et c'est quelque chose qui nécessite des ressources et de l'organisation de pouvoir faire ça. Et je pense que au niveau relations médias, je pense que c'est connecté aux thématiques conceptuelles et on a parlé il y a quelques jours de comment c'est important d'avoir ce dialogue interculturel qui apprécie la situation des projets de vie et est basé dans
une communication de respect pour que ces différences soient compréhensibles. Et c'est pas juste d'avoir un Twitter ou avoir des belles capacités médias, mais je pense qu'il y a un projet intellectuel à communiquer ça au public qui fait ressortir ces questions plus théoriques et les communique à l'extérieur du... En fait, c'est une fonction de... j'ai mis ça dans sujet et concept et porter une attention sur comment on éduque les partis qui ne sont pas autochtones ou indigènes à ces relations. Je vais juste mettre un mot-clé là-dessus. Est-ce qu'il y a... Je pense que plusieurs personnes à cette réunion, on entend parler de plusieurs enjeux et questions que l'on discute depuis longtemps et je me demande si il pourrait pas y avoir la construction d'une... On ne pourrait pas construire une base de ressources avec des mots-clés pour que si vous avez un problème avec la pollution marine, disons, le mot-clé, vous mettez le mot-clé et tout ce qui ressort, tout ce qui est connecté à ça comme ressource apparaîtrait. Et je pense que des projets similaires, je ne pense pas à une bibliographie annotée, non, mais plus... je sais que c'est difficile et que ça va prendre beaucoup de travail, mais à mesure que le monde produise du nouveau matériel aussi, ils ont du matériel alternatif qui peut être utile. Et si on peut avoir des listes de sites web de publication, des listes de médias et une façon d'avoir accès à tout ça. Parce que, comme je dis, je pense que beaucoup de ces questions existent depuis longtemps et ça serait... terrible de devoir réinventer la roue et des fois on est séduit par le culte du nouveau et il y a des choses sous notre nez qui existent et des projets de recherche et la recherche et la méthodologie et des choses comme ça. Ici, on peut se sauver du temps et des efforts en utilisant ce qui a déjà existant. Et à ce moment-là, c'est d'identifier des dépôts d'informations, des masses d'informations existantes. C'est un gros travail, mais c'est quelque chose avec nos connaissances collectives. On peut rapidement assembler une liste de 50 et ce serait pas si difficile à intégrer et peut-être une capacité de recherche par mots-clés sur notre site web parce qu'il y a beaucoup de matériel déjà sur le site web qui serait utile et qui pourrait ça pourrait bien fonctionner un tel mécanisme. On va parler à nos concepteurs web de ça. Ça, c'est plus spécifiquement sur la structure de la demande de subvention. John et moi, on parlait de l'énoncé principal et on parle de comment sur le site web pour les thématiques, les axes, et vous regardez, par exemple, le régime foncier traditionnel et est-ce que c'est exogène ou pas ici, les applications si c'est de trop ou pas, si on commence par faire référence au développement et dans les dernières réunions et où on est rendu et faire un survol de ça et ensuite dans les énoncés des différents axes, on peut parler de ce qui est arrivé et où on s'en va en faisant référence à ce qui est arrivé à cette réunion
réunion ou à l'autre les réunions précédentes et où on est rendu. Et pour mettre ça ici dans cet énoncé, il demanderait un cadre narratif plus large, sinon ça deviendrait, ça serait de trop. Alors, c'est plus une question de structure, de la demande de subvention. Alors, étant donné que ce sera votre responsabilité de voir à tout ça, mais au niveau de structure narrative, si dans notre énoncé d'ouverture, je ne sais pas comment on va encadrer ça, mais si on fait référence du fait qu'il faut écouter, on va faire différentes choses. Et dans les énoncés d'axe et résumés qui parlent de changement et de développement en faisant référence aux commentaires et une façon de parler de régime foncier traditionnel ou indigènes, et on peut faire avancer les choses en gardant cette référence et peut-être ne pas y faire référence et que ce soit neutre, que ce soit plus abstrait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, donc on peut considérer ça. On veut bien sûr un narratif d'un projet qui est vivant et qui évolue, bien sûr, et notre site web, par contre, doit être actuel. C'est difficile de... Oui, mais je pense que ça marche. C'est juste en termes de structure, de demande de subvention, et il y aura un résumé des choses qui ont été accomplies et une séquence d'éléments, et quand on le ferme, il y a un rappel que quelque chose arrive. C'est une bonne suggestion. Et on va parler de notre stratégie. On va parler de ça un peu plus tard, de l'information sur comment c'est structuré et ce qu'il faut faire pour y répondre. Héctor. J'aimerais vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait. C'est clair que beaucoup d'entre vous avez travaillé très fort. Cela est très satisfaisant de voir qu'il y a des gens qui s'engagent vis-à-vis de notre peuple, vis-à-vis de nos besoins, ce dont nous avons besoin. Il y a tellement de choses à faire, le travail est immense, mais je sens qu'en vue de l'avenir, pour notre travail à venir, il est important de prendre en considération le fait que en fait, un élément clé ici, c'est d'être accompagné juridiquement pour défendre le territoire, les territoires. Un accompagnement, d'être appuyé dans la lutte que les peuples livrent contre les États, une lutte pour que leurs droits ethniques soient reconnus. La loi colombienne est très importante, significative. Il y a des éléments constitutionnels en matière de décision de cour. Il y a beaucoup de contenu, mais ce n'est pas appliqué, ce n'est pas mis en œuvre. Et nos frères et sœurs autochtones de tout le continent et nos amis du monde entier ont besoin de plus que ça. La Constitution, la loi de chacun de leurs pays doit inclure des postulats qui sont reconnus dans le cadre international par des déclarations, par des conventions reconnues. Les constitutions de chaque pays doivent hausser la barre, doivent inclure des éléments de droit international, des droits reconnus par la Convention internationale. Il y a la Convention 169, il faut considérer les articles 21 et 91. C'est un scénario très important pour nous. Les communautés, pour l'exercice de leur gouvernement, de façon permanente, doivent renforcer leur connaissance du droit. L'exercice gouvernemental doit être fondé sur des lois qui appuient la cause autochtone. Il y a plusieurs universités, le monde académique, plusieurs groupes de recherche qui peuvent aider. Ce serait bien d'avoir plus d'aide de ces différents partenaires éventuels.
Les Autochtones ont besoin de plus d'aide, plus d'informations. Les communautés doivent compter sur cet appui. C'est important de pouvoir compter sur des connaissances, sur une structure qui nous permet de débattre, de découdre même devant les États, parce qu'il y a cette lutte devant les tribunaux. Alors, la discussion est très difficile. Des fois, il y a un projet national et les droits autochtones d'un peuple ne sont pas considérés. On considère le projet, mais pas les droits des gens qui vivent dans ce peuple. Alors, il y a l'article 3, l'article 4, en particulier lié à l'exercice du pouvoir gouvernemental et les éléments d'autodétermination. C'est des choses qu'on devrait vraiment souligner. C'est vraiment important d'en parler dans les recherches. Merci, on a besoin d'aide là-dessus. Une école qui donnerait des formations en droit autochtones, indigènes, ethniques, c'est très important. Nous avons des avocats, des érudits du droit qui travaillent chez Sekeda. Donc, pour le centre, ce sont des spécialistes de droit autochtone. Working now, yeah? Not yet? OK, maintenant ça marche. Je disais que il y a deux experts juridiques qui travaillent pour Sekeda. Ils ne sont pas ici. Mais une idée que j'avais, j'ai écouté le commentaire. Et ce sont des choses qui sont revenues. C'est de chercher leur avis pour voir s'ils peuvent nous aider à orchestrer des ressources qui pourraient nous aider dans ces contextes. En même temps, avec la recherche de Viviane a montré, il y a tout un domaine de droit, qui n'est pas propice à l'étude de droit. C'est peut-être plutôt l'étude de conflits, de violence, mais il y a une interface potentielle où on peut étudier la loi sur les termes conventionnels ou réguliers et des circonstances où un comportement destructeur n'est pas gouverné par la loi. Je dirais que c'est vraiment ça ressort vraiment dans vos contextes où la menace de violence et d'assassinat est toujours présente dans la défense des territoires indigènes. Et ça ressort dans des places bien différentes, dans des places comme le Canada et l'Australie, où la violence arrive de façon aseptisée, qui paraît plus légale ou plus selon la loi. C'est camouflé, mettons. Et je pense que c'est une zone très intéressante pour nous, où qu'on pourrait aborder sur le plan conceptuel et sur le plan pratique aussi. À un certain niveau, c'est plus important de l'étudier que d'y répondre, parce que finalement, vous traitez avec des forces hors la loi qui sont supérieures en termes matériels. Il y a un besoin urgent d'institutionnaliser des relations normatives et constructives de ces situations. Et c'est difficile parfois de voir comment faire. Il existe, en fait, il y a une expérience ici. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de participer à un dialogue avec l'ambassadrice du Canada en Colombie. Et l'ambassadrice canadienne disait que le problème, ce n'était pas ces industries canadiennes, ce n'était pas les compagnies canadiennes, supposément, qui, de la part du gouvernement canadien et de la part de l'ambassade canadienne en Colombie, avaient déjà une orientation visant à satisfaire les lois colombiennes.
à ne pas aller contre ces lois colombiennes. Mais c'était, selon elle, la Colombie qui devait être responsable et devait être plus claire pour mieux définir quelles étaient les politiques d'extraction. Nous l'avons soulevé. Certains camarades autochtones qui étaient là ont rejeté cet argument, car nous savons que dans le cas de la Colombie, la politique d'extraction est très claire, que ce soit en faveur des entreprises. Il y a beaucoup de corruption relativement à cette politique d'extraction. Et on pensait qu'il y avait un instrument de droit international, ethnique ou autochtone ou indigène, peu importe comment on l'appelle. Il y a un droit indigène ou autochtone international qui existe et qui n'est pas satisfait par les entreprises canadiennes. Et donc, cette ambassadrice n'a pas vraiment répondu clairement en donnant son opinion. Et ce qui est clair, d'après ses propos de l'ambassadrice, c'est que les compagnies vont agir selon la loi du pays, ce que le pays s'attend en termes juridiques de chaque entreprise. Et donc, le droit autochtone, il n'entre pas dans tout ça. Où se trouve-t-il? Donc, on n'est pas considéré? Oui, alors on approfondit le thème conceptuel. Il y a le théorique également et plusieurs éléments ici, mais ça se réfère où il faut le suivre dans des lignes. Il faut le considérer ici. Donc, il y a tout un ensemble d'outils qu'il faut appliquer. Où il faut faire ce qu'il faut pour le renforcer, et aussi des communautés qui utilisent des outils de légitimité qui sont enchâssés dans la loi indigène. Et il faut garder la loi de l'État honnête à ses intentions déclarées. Et il faut tenir les États étrangers responsables pour ce que leurs compagnies ou leurs représentants font sur votre territoire indigène. Et c'est difficile et épuisant de travailler et fonctionner à tous ces niveaux, surtout pour une petite communauté. C'est-à-dire que ça dépasse, que ces stratégies sont disponibles et les ressources sont disponibles pour exécuter ces stratégies sont très limitées. Donc, je pense que nous avons une très belle vision de ce que nous pouvons faire. Mais parfois, on n'a pas les besoins qui correspondent. Et des fois, on essaie d'utiliser des moyens limités pour faire une plus grande différence. Je vais continuer. En résumant le paysage conceptuel. Conceptuel, la notion de violence ontologique. Que la violence consiste en des mesures holistiques de l'oppression des possibilités d'une façon d'être dans ce sens total. Ça va plus profondément que la notion d'une idéologie ou d'une vision du monde indigène. Il s'agit d'une relation totale entre les gens et les autres entités vivantes sur les territoires, les eaux, l'eau aussi, tout le contexte. Phénoménologique, ontologique, ce sont des mots qui établissent des paramètres philosophiques pour des universitaires occidentaux, mais finalement, ça donne le côté émotif, spirituel, émotionnel et physique. Ce sont des balises qui viennent avec le territoire dans un sens holistique. Voici ce qui est miné par des projets qui déplacent des gens, qui détruisent des ressources
qui exclut certaines façons de vivre. Donc, cette notion de violence ontologique a été suggérée de façon très appropriée et aussi un appel à Peter Brown pour une meilleure définition des ontologies à partir desquelles la violence est générée. Donc, si on fait un genre d'ontologie, contre-ontologie, une politique ontologique, qui est contre quoi? Nous avons juste eu quelques soupçons de discussion avec une ontologie judéo-chrétienne islamiste. Est-ce que c'est le problème, c'est l'ontologie scientifique ou néolibérale? Peut-être que nos efforts conceptuels devraient se concentrer sur une mise au clair aussi, la façon de bien connaître l'ennemi. Et c'est une question qui ressort de votre cas et la discussion à ce sujet. Comment est-ce qu'on rend les lois d'État et les institutions plus redevables aux droits, aux lois, aux institutions indigènes? Et une question de Kathleen concernant le contraste. Qu'est-ce qui était la racine du contraste et la salience de ces concepts comme le consentement au préalable éclairé, aussi des conventions internationales en général entre le Nord et le Sud, où il y a un appel direct et très urgent aux conventions internationales dans un contexte du Sud qu'on ne voit pas dans des endroits comme le Canada et l'Australie. Des fois, on se rassure au Canada en pensant qu'on fait de notre mieux en tant que Canadiens progressistes pour travailler vers un système fédéral et politique et un ensemble de jugements de la Cour suprême qui nous amène tranquillement vers des normes internationales. Mais à un certain niveau, nous sommes cyniques. On ne pense vraiment pas que la loi de l'État va répondre aux normes de la loi internationale. Et ces normes de la loi internationale en tant que telles reçoivent moins d'attention stratégique qu'on le verra à Guatemala, en Colombie et à d'autres endroits. Et en même temps, plusieurs nations indigènes du Nord ont été des joueurs clés en générant ces normes internationales. Donc, il y a beaucoup de paradoxes dans ce mouvement de la loi internationale et sa relation à d'autres formes de loi domestique. Et une perception qu'on aurait du Nord, c'est que les gens font appel à la loi internationale de façon plus désespérée quand la loi nationale ne marche pas. Donc, on prend la section 69 pour tirer l'attention à une violation à Guatemala parce que la loi guatémaltèque n'est pas utile, ne donne pas de résultats. Donc, c'est juste un calcul stratégique semble fonctionner. Mais je pense que c'est un endroit très intéressant pour l'étude. Et il y a des formes de violence différentes au Canada et en Australie comparé à ce que peuvent endurer certains de nos partenaires austraux.
Et on vient il y a Cotello qui parle de la complication des frontières indigènes qui passent dans les territoires indigènes. Voici un problème qu'on voit avec des frontières internationales aussi, comme des frontières internes. Il y a une partie, comme l'écrit, il y a une partie qui est au Nunavut avec le fédéral, une autre partie est au Québec et une autre partie avec la province de l'Ontario. Et c'est un projet de 40 ans d'avoir un ensemble d'ententes qui serait inclusif de IOHC en tant que territoire entier, comme les gens le vivent. Juste un commentaire rapide sur la violence ontologique à la lumière de la loi de l'État. Je crois que nous continuons à référer à la loi de l'État ou à la loi internationale comme des sauvegardes, mais les deux, au niveau international et international, ont été rédigés en langue coloniale. Donc, en ce qui concerne comment rendre les institutions plus redevables, si on le lie à la loi internationale, ils vont répliquer la violence parce qu'ils utilisent une structure linguistique ou sémiotique. Dans ce sens, je crois que, à mon avis personnel, je crois que ce sont des choses qu'on pourrait où on pourrait travailler. Il faut voir comment construire nos institutions parallèles qui ne sont pas basées sur des langues coloniales et des structures coloniales face à ces problèmes. Voici où la loi indigène pourrait nous aider à nous rappeler où on devrait se placer concernant son contexte complet de la vision du cosmos et des termes individuels. Et il faut insister que ces conditions, ces modalités où la loi internationale et nationale soient négociées selon ces modalités, de sortir des encadrements humanistes de la loi internationale. Mais en même temps, les partenaires indigènes ne peuvent pas attendre. Ça fait partie du champ d'action qu'ils ont, dans lequel ils doivent s'engager. Et on peut invoquer une cause que je connais bien, l'écrit. Ils n'avaient pas de choix en 1975, mais ils ont négocié un traité avec la loi canadienne telle qu'elle a existé à cette époque. Ils auraient pu dire, ben, on va juste tourner le dos et on va continuer à être qui nous sommes. Et les barrages auraient été construits quand même, et les terres auraient été détruites, et ils auraient eu encore moins de contrôle sur ce qui arrivait. Alors, ils sont pris dans le paradoxe d'avoir, à un certain niveau, on se joint au système pour défendre tes intérêts, parce que sinon, les coûts sont trop élevés, mais on peut se perdre si vous n'avez pas ce souvenir, ce rappel de ce que vous avez l'intention de défendre en partant. Je vais continuer avec ma liste. Colin, est-ce que je peux dire quelque chose aussi concernant la violence ontologique? Je pensais que c'était quelque chose que j'ai rencontré, surtout quand j'ai travaillé avec des gens qui vivent dans le nord de l'Australie. Il y a une autre forme de violence ontologique
avec les gens qui ont été déconnectés de leur ancien système ontologique. Et il y a des gens qui me disent qu'ils se sentent non autochtones ou ils ne savaient pas s'ils avaient le droit, même s'ils sont complètement indigènes, qu'ils n'avaient pas le droit de se décrire comme indigènes ou parce qu'ils avaient perdu cette connexion. Et c'est tellement présent et important pour de définir leur autochtonité, leur état d'indigène, leur identité. Parce que, par exemple, l'écriture exige une forme de simplification et je ne sais pas comment il faut le garder à l'esprit quand on écrit que cette situation existe, mais pas d'une façon qui réduit leur identité ou leur valeur. C'est assez difficile. C'est assez délicat comme terrain parce que même dans des communautés qui ont des activités traditionnelles qui sont assez intactes, ils parlent encore leur langue indigène. On ressent cette insécurité que les gens exprimeront. Nous, les aînés meurent et on perd notre culture. C'est un phénomène que nous devons affronter de façon franche, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'universitaires ou d'études qui tendent à ignorer ces dimensions et ils parlent de la force et de la résilience des façons de vivre et de la culture indigène comme forme d'antidote idéologique aux attentes de l'assimilation. Donc, c'est un terrain très compliqué. Et nous l'avons vraiment vu au sujet de la violence dans des communautés canadiennes, des communautés indigènes au Canada. Les universitaires, des fois, sont pris à contre-courant. Il y a des travaux comme Anastasia Skilnick. Il y a un livre qui s'appelle « Un poison plus fort que l'amour ». Et elle parle en termes assez précis sur la destruction d'une communauté Ojibwe, des taux élevés de violence domestique et d'incarcération déclenchés par la contamination, par le mercure et la délocalisation et qui parle de la misère. Et elle a été critiquée par beaucoup de gens autochtones. On ne veut pas être perçu comme ça, même si on souffre, on ne veut pas être perçu comme des victimes de la violence. Et de l'autre côté, on a le phénomène contraire, où les peuples indigènes sont représentés comme robustes et résilients, qui vivent des cultures. Et il y a des Autochtones qui disent « Hey, tu ne vois pas que 60 des gens dans vos prisons sont nos gens. » Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que la vérité est une guide assez importante. Il faut être stratégique quant aux effets politiques de nos vérités. Il faut en être conscient. Mais quand on dévoile une dimension de la réalité, il y a des conséquences. Relativement aux thèmes qui ont été soulevés, une entrée en matière, c'est l'élément juridique. Mais le thème doit être perçu depuis un point de vue conceptuel. Un thème central, donc, relativement à notre réseau, c'est le thème des différents modèles de mondialisation, les différentes formes que prend la mondialisation, la globalisation,
des marchés, par exemple, ce qui s'exprime en termes de projets d'investissement, le land grabbing en anglais, ou comment on s'accapare les terres, ce qui menace les façons de vivre originales des peuples autochtones et des communautés locales. De l'autre côté, il y a ce problème de la mondialisation. Il y a le problème des droits humains, la reconnaissance des peuples, les droits de la personne, le droit à la prise de décision en matière de développement pour pouvoir conserver un mode ancestral de vie. La résistance aussi, qui doit soit accepter cette tendance globaliste, globalisante, mondialisante du droit, ou refuser tout ça. Donc, il y a un conflit. Il y a comme une mondialisation double ici. C'est intéressant, ça. On pourrait analyser la double mondialisation et voir comment les États qui sont impliqués, eu égard à une perspective d'expansion économique au Canada, mais pas juste là, c'est pas le seul pays, ils acceptent cette dimension-là, mais ils n'acceptent pas les autres dimensions. Il y a des contradictions qui sont créées. Alors nous-mêmes, nous devons réaliser que les États du Sud tiennent des discours internationalistes. Ils signent tous les traités internationaux, mais ensuite, il y a lettre morte. Ils ne satisfont pas les règles de ces conventions. Le problème des droits humains aussi. Alors, le cadre devrait être conceptuel, pas juste cadre juridique. Ce phénomène de la globalisation, de la mondialisation, comporte plusieurs dimensions et c'est un champ d'études intéressant. C'est une entrée en matière intéressante pour ce réseau. Andrés. Andrés? Oui, j'aimerais commenter ce thème de mon point de vue personnel pour CICADA. L'appui alternatif pour nos communautés, celle du Paraguay, pour les communautés du Haut-Paraguay. J'aimerais savoir quelles sont les stratégies qui sont traitées. Cette réunion est très intéressante pour nous. Mais les leaders de la OCNI, nous pensons... En fait, nous avons parlé de tous ces thèmes lors de nos réunions. On parle toujours de loi, de stratégie, en appui aux Autochtones ou en appui aux Autochtones qui ont des problèmes puisqu'ils sont abusés dans la communauté. Il faut approfondir ce thème. Il faut essayer de trouver une façon d'appui pour les communautés de base. Les communautés de base doivent pouvoir concevoir leurs documents et que cela doit être diffusé. Lorsqu'il y a des communautés écrasées, on doit savoir ces choses. Sinon, on va travailler en vase clos. C'est comme travailler en huis clos et ça ne marche pas, ça. L'effort qu'on fait n'a aucun sens si ça se produit. Il faut que la communication se fasse. Les gens doivent savoir. Il y a de bonnes stratégies lorsqu'on fait le travail. Par exemple, ce thème des lois qui ne sont pas satisfaites, qui ne sont pas appliquées dans la loi. Le projet de l'OIT, l'élément 169 de la loi du Paraguay, qui n'a jamais été mise en vigueur. On a une loi qui protège les premiers peuples, mais ce n'est pas appliqué dans tous les articles. Et donc, je pense que, en tant que CICADA, en tant que partenaire dans ce talier que nous réalisons, nous devons élaborer un document qui exige au gouvernement de chaque État qu'on mette en vigueur les articles de la loi pour les peuples autochtones, que la loi soit appliquée devant la Cour interaméricaine des droits humains. On est arrivé et on voulait qu'il n'y ait plus de déboisement dans notre territoire. Je ne sais pas si CICADA peut appuyer cette mesure afin que le juge de cette instance puisse considérer notre requête. C'est un commentaire, c'est tout, juste pour que vous sachiez un petit peu ce qui est en train de se faire, vous tous qui êtes présents. Je me demande quelle serait la forme la plus efficace
peut-être une position, un énoncé général ou quelque chose de plus spécifique, des lettres sur des enjeux spécifiques ou des documents du genre à pétitionner ou militer. On peut générer de l'appui, non seulement des membres de CECADA, mais un plus gros réseau de collègues associés. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de définir et entre avec les avocats qui appuient, mais ce qu'on pense, c'est d'y aller avec une lettre ouverte dans les journaux au Paraguay et si c'est publié dans un journal et nos amis journalistes peuvent voir à ce que cette lettre soit signée par plusieurs académiciens, personnalités connues et tout ça. Et c'est une chance à prendre. Peut-être que ça va marcher, peut-être pas, surtout si on nomme le juge qui doit prendre la décision. Ça peut peut-être donner lieu à une décision favorable. Et en termes plus général, c'est rattaché à cette idée de réponse rapide, d'une équipe d'intervention rapide dans la structure de CECADA, c'est d'avoir de commencer à donner des responsabilités à certaines personnes qui peuvent centraliser ce genre de choses. Et aujourd'hui, on a des outils comme moi, j'utilise des organisations comme change.org, etc. Et souvent, on voit des pétitions et ce genre de choses-là qu'on peut avoir dans la structure de CECADA où on peut rapidement produire une lettre ou une note et au niveau des membres, pour que les membres puissent passer ça à travers leur réseau. Et oui, je pense que en première instance, on laisserait ça aux représentants partenaires et académiciens indigènes de cette organisation qui vont produire quelque chose que vous pensez serait utile dans votre contexte. Vous connaissez votre contexte, vous savez ce que les journaux vont publier, quels journalistes sur lesquels vous pouvez compter pour faire cheminer ça à travers les différents publics cibles et différents publics. Et c'est l'avantage d'avoir des réunions et des conférences et de se connaître. La plupart d'entre nous, c'est pas la première fois qu'on se voit, mais même ceux qui se sont rencontrés la première fois n'oublieront pas qu'il y a un lien, qu'il y a une relation qui existe et on va vous appuyer. Merci, Colin. Juste au point où quand on parle de formation juridique, vous avez parlé du fait qu'il y a des avocats sur l'équipe CECADA. Je voulais juste mentionner, il me rappelle que j'ai aussi 2 avocats sur l'équipe que je dirige. C'est le chaire de recherche canadien, c'est la loi internationale et constitutionnelle au niveau des Premières Nations et David Laidlaw, qui est un peu plus canadien sur le Canada, est un chercheur indépendant qui regarde, qui travaille sur une base de recouvrement de coûts. Et ils peuvent nous donner de l'appui. David est hawaïen, c'est un indigène. Il a de l'air d'un cowboy. Oui, il s'habille comme un cowboy. Dwight est associé avec l'Université de Saskatchewan et John, peut-être, en connaît quelque chose, mais c'est un des dépôts majeurs, des dépositoires majeurs d'études de formation juridique dans le pays. Ça donne quelques personnes de plus pour une équipe de réponse rapide au niveau juridique. Merci. C'est le genre de momentum qu'on veut créer et développer à travers nos multiples projets participants et programmes. John, je pense que cette question de réponse rapide et CECADA qui donne les communiqués,
Je pense que c'est très important, mais juste quelques commentaires. Et un, c'est que on doit avoir un profil CICADA pour que les gens puissent avoir une idée de ce que ça veut dire, tout ça, parce que pour l'instant, ce que ça veut dire CICADA, parce que pour l'instant, c'est juste un acronyme, et je pense que en ayant qui communiqué, vous pouvez avoir un profil assez rapidement, mais l'autre chose, c'est que on doit vraiment penser à certaines chaînes de commandement parce que le communiqué doit sortir sous l'autorité du directeur de CICADA et on doit avoir c'est pas une question d'envoyer une lettre à nos partenaires et je pense que oui, je suppose que l'on peut avoir une ébauche, une version préliminaire et on travaille avec ça. Je pense que c'était ça que je voulais faire. Oui. Évidemment, il faut un centre de commande, un centre névralgique, parce que le communiqué peut être très puissant si on les envoie au président et au premier ministre particulièrement, parce que en fin de compte, ils doivent y répondre. Et une fois que c'est publié, on a de l'engagement envers ça. On peut avoir un peu de traction. Alors, une partie du centre névralgique, du centre de commande, c'est quelque chose de très urgent et que ça doit être fait dans 48 heures. Ces situations existent parfois, mais on a le Conseil de représentants régionaux et c'est possible de faire circuler quelque chose assez rapidement à 8 personnes, 8 cerveaux qui travaillent sur quelque chose pour lui insuffler un effet maximum. Sí, como hay, bueno, hablando. Alors, puisqu'on parle de l'ontologie politique, il y a déjà des tâches qui ont été données au directeur. Une question complexe pour nous en Colombie. Depuis qu'on est réunis ici, le peuple Uba est en train d'enterrer 4 Autochtones qui ont été assassinés. Cette semaine, ils ont été assassinés. Les images que j'ai vues sont très douloureuses. C'est un massacre de nos camarades autochtones en Colombie, les Ubas. Maintenant, on parle d'un processus de paix et on peut s'imaginer quelles sont les possibilités depuis l'extérieur en vue de se prononcer. C'est difficile d'insister là-dessus, mais des fois, on doit se concentrer en termes de recherche, en termes de rédaction, en termes de la capacité de pouvoir générer des éléments théoriques. Mais dans nos peuples, on a besoin de ces choses également. Réaction immédiate, réaction directe. Ça, c'est un cas très alarmant pour nous, en fait. Aujourd'hui même, il y a 4 de nos camarades indigènes, autochtones, Uba, en Colombie, sont enterrés. Ils ont été massacrés. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est un massacre qui a eu lieu. 4 personnes sont décédées. Je ne sais pas si dans un cas comme ça, on pouvait réagir rapidement. Peut-on avoir une façon de poser une question au ministre, au président, au ministre de l'Intérieur, pour leur poser la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que ça génère des préoccupations. On en parlait avec Viviane. Fernando Salazar est mort le 7 avril de l'an 2015. Et en date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse du gouvernement colombien pour savoir qui a fait cela. Il y a parfaite impunité. Mais si CICADA ou un de nos associés, un département peut-être va nous aider, si on pouvait ainsi rédiger une lettre écrite au président ou au représentant du gouvernement pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ce massacre avec les Uba? Ou par exemple, qu'est-ce qui s'est passé qui a mené à l'assassinat de notre camarade
décédés. Donc, ce type de choses qui pourraient être demandées. Quand on parle de ça, ça est très difficile à entendre et je pense que c'est difficile dans le sens que le public, les médias en général, se fatigue rapidement de ça. C'est même pas des nouvelles. Il y a tellement de personnes qui se font tuer. J'ai regardé la liste d'envois pour Rights Action. Vous connaissez Rights Action? Et ils ont fait du bon travail en essayant de avoir de l'imputabilité des gouvernements sur la scène internationale. Et Stephen connaît Graham Russell, il connaît très bien celui qui est directeur ou co-directeur. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y a un flux de mauvaises nouvelles juste sur la liste d'envoi Rights Action. Et même si j'ai beaucoup de sympathie, j'ai de la misère à digérer tout ça. Et Rights Action ne peut pas répondre à toutes ces mauvaises nouvelles. On regarde une question particulière, l'assassination de Dr. Caceres, par exemple, et il y a des actions autour de certains cas très spécifiques, mais il semble que les gens qui sont même très dédiés à composer avec ces phénomènes et travailler avec des cas représentatifs, emblématiques, qui, en espérant pousser les choses à la limite et maximiser la portée de l'histoire pour tous ceux qui sont morts et n'apparaissent même pas dans le journal. Mais on arrive vite à nos limites. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Encore une fois, il faut le savoir de nos partenaires. Quel est le cas qui pourrait être central à nos efforts et où on peut mettre nos énergies, qui peut faire une vraie différence? Il y a, disons que, voyons voir, Ketelo était le prochain. Est-ce que je peux savoir si Monica, t'étais avant Cotello? Je m'excuse. Alors, je voulais suggérer si c'est le même sujet, parlons de ça en premier, et si c'était autre chose. Non, OK, c'est sur ce sujet. Allez-y. Je me demande, parce que on est en mesure d'établir une norme internationale pour l'industrie, établie par la norme internationale, les groupes internationaux de normes, et ils ont ces normes ISO que l'industrie nous donne et que l'on suit cette norme, on suit les nouvelles normes, même si elles ne sont pas en force encore. La plupart de ces normes, c'est volontaire, c'est obligatoire. ISO 2600, c'est une norme sur la responsabilité sociale et environnementale. Et quand je regarde qui les participants étaient en développant ça, il n'y avait pas d'indigènes. C'était des organisations privées, des compagnies, des sociétés, des gouvernements, et je me demande, je vois l'invitation de secrétaire de la recherche, est-ce qu'on doit former un groupe de travail pour essayer d'insérer la voix indigène dans ISO 6000? Comment est-ce que la recherche, les académiciens, comment ils peuvent nous aider à développer cette insertion, d'insérer nos voix dans cette question? Je pense que c'est une question que j'ai. Peut-être est-ce qu'on devrait former un groupe de travail sur la responsabilité sociale et environnementale de ISO 26000 et engager les organisations internationales de normes sur ce point et avoir des obligations. Au lieu de ça, c'est quelque chose que vous devriez considérer. Ça me semble logique. J'espère qu'ils y adhéreront.
Je pense que... Est-ce que c'était sur le même point? Oui. Je pense que je regardais ça aussi au niveau de ce que je viens d'entendre et je regardais aussi le fait que il faut aussi identifier les consommateurs de l'information qui est publiée et l'information de recherche. Et je pense que la discussion qu'on a eue est autour de l'information de recherche être utile pour les communautés et les communautés l'utilisent. Et c'est, je pense, c'est ce qui ressort et c'est ça a été ce qui m'intéresse, mais il faut aussi regarder ces choses qui probablement peuvent être mises de l'avant sans nécessairement demander à ce que les communautés puissent les faire avancer. Les recherches en termes de conformité aux lois internationales qui ne sont pas seulement pertinentes à une communauté, ce sont des choses pertinentes à toutes les communautés et c'est des choses qui certaines communautés peut-être pourraient, mais certains ne peuvent pas faire ce genre de travail sur la loi internationale et utiliser ça pour amener ça vers la conformité à la loi internationale au niveau des gouvernements nationaux sur la scène internationale et faire des recherches sur ce que les lois veulent dire et ce qu'ils impliquent. Par exemple, dans la loi, la Constitution du Kenya qui parle des lois internationales qui font partie de la Constitution. Alors, quand on fait des conseils et quand on fait des tables de travail, on parle de... Oui, il y aurait des points spécifiques, mais en regardant l'atmosphère générale de ce qui arrive, je sais que ils disent qu'on peut faire la même chose, mais on a aussi un espace en étant un groupe de recherche et on aurait fait ça ici et des conseils pour différentes plateformes que l'on a, des forums internationaux pour nous, les Africains, l'Union africaine, peut-être les Nations unies. Il y a tous ces forums qui, peut-être que les peuples indigènes, les forums permanents pour les peuples indigènes, des sites, alors c'est ajouter de la valeur à ce que les communautés peuvent faire, parce que des fois ils se plaignent, mais des fois c'est une plainte, c'est pas en lien avec l'intention de la loi, avec la loi elle-même, ce qui me donne l'idée aussi connecté avec le commentaire de Clint il y a quelques instants. Il y a des avocats qui travaillent avec son équipe. Peut-être qu'on devrait inviter nos membres dans la communauté juridique de réfléchir à tout ça et générer un document. Une publication peut-être et les académiciens, c'est ça avec l'équipe qui n'ont pas une relation spécifique avec c'est pas facile parce que notre modèle est de bas en haut et on vient de leur donner une mission, les académiciens ont suggestionné une mission qu'ils peuvent faire au lieu d'être immédiatement connectés à une communauté ou un organisme spécifique. Et ramener l'importance de consentement libre et éclairé au préalable pour ce qui est d'un groupe ou un autre ou un processus ou un autre. Il y a une littérature comme ça, on devrait faire ce que Jonathan suggérait et un inventaire actuel de ressources disponibles. Jorge.
je voulais faire, c'était en ce qui a trait à une situation qui croît. Vous avez parlé d'un élément sur la création de lois qui pourrait nous donner une garantie qu'on mette en œuvre, qu'on applique des éléments pour la souveraineté des peuples. Bon, en Amérique latine, en Amérique du Sud, en tout cas, il y a un cadre juridique constitutionnel énorme pour des pays comme la Colombie. En fait, nous sommes solidaires avec eux puisqu'ils vivent une situation horrible actuellement. En Colombie, en Argentine, nous sommes présents ici lors de cette réunion. Nous avons un cadre juridique exceptionnel. Nous avons une constitution très avancée. Par loi, nous ne manquons de rien pour pouvoir jouir de nos droits, pour pouvoir appliquer pleinement nos droits. Cependant, cette morale double que pratiquent les États, c'est-à-dire qu'ils signent des ententes internationales, puis ensuite ils n'appliquent pas la loi. Ils signent des conventions sur les droits pour les nier plus tard. Alors, le problème, c'est de faire que la loi s'applique, que les conventions internationales s'appliquent, que la Constitution respecte ces éléments. Le grand défi que l'on a, nous, c'est le déséquilibre total. Nous devons mettre en vigueur les dispositions de nos institutions politiques. Nous avons des institutions politiques juridiques, des institutions qui administrent l'éducation, la santé. Nous avons nos institutions qui définissent des plans de vie, des plans de développement. Mais ce sont des institutions qui, évidemment, se trouvent dans un état de répression culturelle. L'état permanent, c'est la répression auquel doivent faire face ces institutions qui sont les nôtres. Une des tâches importantes pour l'équipe ici, ce devrait être de pouvoir travailler afin de consolider cette institutionnalité. Nos amis de la Colombie parlent très clairement à cet effet lorsqu'ils veulent mettre en œuvre des structures de gouvernement autochtones. Il n'y a pas de sécurité territoriale, il n'y a pas de façon de sortir de l'état de menace, la situation de menace dans laquelle on se situe lorsqu'il faut faire face aux politiques de l'État. Il nous faut consolider nos propres gouvernements. Cela passe par le renforcement de nos propres institutions. Mais ces institutions, nous essayons de les rendre vivantes, mettre en vigueur ces lois, alors qu'on vit dans une situation de négation totale. Ce que l'on peut faire pour renforcer cette institutionnalité qui est très nécessaire, d'ailleurs, on devrait avoir des lignes directrices qui nous aident dans ce sens. Et donc, c'est un appui dont on a besoin. José, je serai très bref pour... Nous avons une expertise juridique du Sud. Dans mon cas, en fait, pour compléter ce que Jorge disait, cette initiative d'analyse juridique pourrait traiter non seulement des conventions internationales ou nationales, mais les règles du droit autochtone même. On doit avoir une composition d'équipes autochtones, des avocats, etc. On doit pouvoir compter sur une participation autochtone, des membres du réseau qui sont des autochtones, qui sont en train de construire, d'élaborer ce droit autochtone, ce droit inhérent. Et au Canada également, il y a John Burroughs et d'autres qui travaillent au niveau académique, qui ont élaboré une analyse du droit inhérent autochtone, qui est une façon de se protéger face aux menaces extérieures et pour pouvoir affirmer l'autodétermination. Vous êtes l'exception. Vous êtes un académicien, un érudit juridique. Je pense à Augustin Anker, Jean-Pierre Montard. Je pensais qu'ils étaient moins impliqués, peut-être, avec ce que nous faisions.
faisons, peut-être parce qu'on leur a pas, on les a pas guidés suffisamment pour qu'ils puissent s'engager davantage. Maybe you and I should talk about how. So, peut-être qu'on devrait regarder de ce que quel est le serait approprié pour avoir une approche d'experts juridiques pour cette application. Yes. Thank you. So I've just looked at the cicada. Donc, je viens de regarder Cicada pour cette conversation. Et il me semble que le mot droit n'apparaît pas en le développement, la conservation. Le mot droit ne s'y trouve pas. Et c'est tellement essentiel et transversal dans ce que nous faisons. Il faut penser à ce mot. Il faut voir comment l'intégrer dans l'énoncé de mission de Cicada, parce que voici ce qu'on fait tous ici. On travaille pour soutenir les droits indigènes. Il faut considérer les prises de position dont les gens parlent. Quand on parle des communiqués qui sortent, si nous avons un énoncé de mission qui dit qu'on est ici pour défendre les droits autochtones comme partie du programme de recherche, on peut s'en servir dans des communiqués de plusieurs façons. Et après, quand on retourne aux enjeux du communiqué, je reviens à ce thème-là. Je pense qu'on pourrait développer des critères et un cadre pour ce que Cicada pourrait envisager et se concentrer sur les communautés partenaires qui s'y sont impliquées, donc des actions qui pourraient impliquer les communautés partenaires. Et ce sont des actions où on peut commencer à faire des communiqués et le faire d'une place forte, surtout si nous avons mentionné les droits et les langues dans l'énoncé de mission. Et je pense à d'autres initiatives pour se conformer à ISO. Et nous avons une norme minimale, et c'est la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples indigènes. Et il faut que ce soit vraiment reflété dans le travail qu'on fait au lieu de s'intégrer dans des processus qui prendront beaucoup de temps. Quand nous savons quelles sont ces normes minimales, et on peut insister que ces éléments soient mis en œuvre dans ce qu'on fait. Il me semble que ça pourrait être plus efficace de même. Merci. Et aussi, une dernière chose, j'ai l'impression qu'il y a tout un angle aussi, un angle de pluralisme qui peut faire partie de cette recherche qui ressort dans tout ce qu'on fait. Donc, ça pourrait être un autre node, peut-être la mondialisation, mais ça peut être le pluralisme ou cet angle. Bonjour. Parlant de la page web, je vais parler en mon nom propre. On doit se poser la question, qu'est-ce qu'on aimerait retrouver sur la page web de Cicada? Moi, ce que j'aimerais voir sur cette page, c'est voir que les alliés puissent savoir quelles sont les meilleures pratiques. Qu'on ne diffuse pas juste les questions négatives. Quelles sont les pratiques exemplaires utilisées pour les projets développés dans les communautés? Spécialement tout ce qui est trait à l'utilisation des ressources naturelles sur les territoires autochtones. Par exemple, s'il y a une entreprise qui fait du bon boulot pour appuyer les communautés à l'interne,
Ce serait très intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît ces thèmes. Et donc, on pourrait publier ça pour avoir une référence. La même chose au sujet des jurisprudences, quelque chose de relié au thème minier, par rapport au thème autochtone, s'il y a une jurisprudence. Et si on sait que cette jurisprudence pourrait servir à notre pays ou pourrait être utile pour d'autres causes, on pourrait au moins mettre une référence, une note sur la page web pour des fins de consultation, que ce soit au niveau national ou au niveau des cours internationales. Le cas de la Cour interaméricaine de droits humains. Il se prononce sur des cas très intéressants souvent. Il est bon de connaître cela. Nous adorons les thèmes juridiques. Bien sûr, je suis avocate là, mais en fait, je m'intéresse aux thèmes juridiques. Sur la page web, on devrait avoir des références sur ce type de jurisprudence. Je considère le temps et quand est-ce qu'on devrait prendre une pause. Peut-être qu'on devrait le faire bientôt. Monica? Microphone, s'il vous plaît. Donc, concernant la liste de concepts, un des ajouts que j'aimerais voir et un message clé de ma part depuis les quelques jours, c'est la pratique de la conservation se fait différemment dans ces contextes. On voit que la conservation se fait de façon stratégique dans certains cas pour avancer les agendas des agences de conservation et l'État pour aliéner les peuples indigènes. Et dans d'autres contextes, on voit des peuples indigènes qui approprient la conservation, qui s'approprient la conservation de façon stratégique. Et ce sont des exemples qu'on pourrait sortir davantage dans le texte écrit concernant l'application, leur mise en œuvre. Je voulais juste le souligner pour un autre point. Justin, je suivrai. Et pour moi, il y a deux axes qui en ressortent. Un, c'est un genre de transformation et de résolution. L'axe qui est immense. Ce que nous pouvons présenter cette situation au pouvoir pour les aider à résoudre des conflits, mais les communautés utilisent ces situations pour la transposer. Donc, c'est un axe qui ressort. Et l'autre, c'est on voit comment on utilise des outils existants. On utilise des outils existants qui peuvent faire de la violence. On utilise le territoire, les cartes. Et il faut... ce sont des choses qu'on utilise pour les communautés, mais ça peut dépasser les réalités. Donc, il y a utilise les outils aussi, on peut les transformer. Et on parle des droits indigènes, mais FDP se présente comme un organisme de droits de la personne qui peut être pratique pour utiliser le soutien. Mais on peut, s'il y a des problèmes quand on parle des droits de la personne, des uns par rapport aux autres. Donc, il faut voir le niveau pratique pour engager avec le pouvoir. On utilise les outils, mais il faut être conscient comment ces outils peuvent nuire aussi. Et on le voit comme opportunité de transformation au lieu seulement de contenir. Mais c'est difficile quand on s'y trouve. C'est facile à dire. Oui, le conflit, c'est la transformation, mais la réalité, ça se traduit par la violence. Voici mes deux axes. J'étais à une conférence l'année passée. Je ne me rappelle pas de la séance, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé de la déclaration que les outils du maître ne vont jamais défaire les outils
la maison du maître. Mais le maître s'est approprié ces outils, mais on peut se les réapproprier. Donc, ce sera le moment pour prendre une pause pour 15 minutes. Et on revient pour se concentrer surtout sur le processus de demande. Bonjour, j'aimerais vous parler d'un thème exclusif. Actuellement, j'ai reçu un communiqué des peuples autochtones du Venezuela. À l'heure actuelle, il y a, comment peut-on le dire, une révolte des peuples autochtones. Ils sortent de la zone amazonique et s'en vont vers Caracas. Ces autochtones, ils sont plus de 1500 personnes qui se déplacent dans de petits groupes. Ils doivent utiliser de stratégies de camouflage parce que l'armée a tué beaucoup de leurs gens. Alors, le gouvernement Maduro essaie d'exploiter des mines d'or dans la forêt et les Autochtones demandent que le président Maduro quitte son poste présidentiel, renonce à la présidence. Je voulais juste vous dire ça. C'est en train d'arriver maintenant à la télé au Venezuela. On parle d'un groupe de délinquants frontaliers. Mais il y a des hommes, des femmes, des enfants, des aînés, personnes âgées qui franchissent des milliers de kilomètres et s'en vont vers la capitale. Ils nous disent qu'ils ont résisté depuis plus de 500 ans et que rien ne les arrêtera. Au Venezuela, donc, il y a une mini-révolution qui est en train d'avoir cours. Les peuples autochtones se rebellent, révolte des peuples autochtones, je voulais vous le dire. Un cas beaucoup trop classique. Como una infiltración de... Sí, sí. No, que lo alienten, ¿viste? Que lo alienten a que vaya Maduro, porque necesitan, ya Maduro está sacando tanque a la casa. Sí, sí.